on stage. Merci à tous, merci d'avoir patienté. Vous êtes nombreux ce soir, donc ça fait très plaisir. Vous êtes 106 personnes connectées. On est ravis de vous recevoir. Je vois qu'il y a Sandrine, Agnès, Chantal, Francis qui nous dit bonsoir de FFVF. C'est quoi FFVF, Francis? Vous pouvez nous mettre dans le chat. Il y a Mathé qui propose des informations sur le saturnisme. Il est à notre disposition. Voilà, on va commencer sans plus tarder. N'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est fait pour ça. Donc, bienvenue à ce webinaire, à ce nouveau webinaire proposé par Eloasso en partenariat avec l'Institut IDEAS, qu'on va prendre le temps de présenter. Ce webinaire portera sur les bonnes pratiques de gouvernance pour responsables associatifs engagés, ce que vous êtes tous ce soir, je pense. Alors, qui sommes-nous? Je démarre pour ensuite mieux laisser la parole à Marie Bernard qui nous a rejoint. Donc, je suis Juliette. Je travaille chez Eloasso en tant que chef de projet communauté. Et aujourd'hui, je vais surtout modérer ce webinaire puisque c'est Marie Bernard qui va nous apporter tous les contenus sur les bonnes pratiques de gouvernance dans le secteur associatif. Voilà, et j'en profite, Francis, merci. La FFVF, c'est la Fédération française de la Via Francigena. Voilà. Marie Bernard, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Marie-Bernard de prénom et je suis présidente d'IDEAS, mais je suis aussi, comme certainement Ah, certains présidents alors, présents. Vous m'entendez est-ce pas? qu'il n'y a que moi qui vous ai perdu? Décidément, Oui, vous m'entendez? c'est reparti, on vous a retrouvé. Ça y est. D'accord, donc je bouge pas. Non, je disais que j'étais très contente d'être avec vous et que je suis présidente, mais aussi bénévole très active, car vous savez tous et toutes que souvent les présidents font bien d'autres choses à côté. Donc voilà, et ravie d'être avec vous. Et plaisir partagé. Voilà. Merci beaucoup pour de votre présence à ce webinaire, on en est ravis. Avant de démarrer sur le programme, juste quelques mots. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent Eloasso. Pour ceux pour lesquels c'est peut-être le premier webinaire ou qui se sont inscrits via l'Institut EDS, en quelques mots, notre mantra chez Eloasso, notre slogan, c'est l'engagement tout simplement. Notre mission, c'est de favoriser l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Et l'engagement citoyen, c'est, à notre sens, passer d'une société de l'individuel à une société du collectif. Et ça, qui mieux que les associations et le secteur associatif pour l'incarner. Concrètement, et comme vous le savez, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, Eloasso est une plateforme numérique qui permet de simplifier sa gestion associative et ses paiements. Donc, on a mis en place des outils de billetterie, de gestionnaire de formulaires d'adhésion que vous utilisez peut-être déjà, mais aussi des boutiques, des formulaires de dons, des outils de crowdfunding, donc de financement participatif, tous ces outils qui sont offerts par la plateforme et qui sont disponibles pour toutes les associations, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. On est aussi une sorte de, comment dirais-je, un moteur de recherche pour la vie associative. Donc, toutes les associations inscrites sur Eloasso figurent dans notre moteur et vous pouvez, vous, en tant que citoyen, rechercher une activité sur votre territoire en fonction du secteur d'activité. Voilà, c'est aussi un très bon moyen pour vos associations d'être visibles auprès de tous les citoyens. On est aussi une équipe, on est tous basés près de Bordeaux, dans la ville de Bègles. On est environ 150 chez Eloasso et une partie de ces 150 personnes sont dédiées à l'accompagnement, à vous aider à configurer vos formulaires d'adhésion, vos campagnes de financement, et cetera. Donc on répond par mail, par chat et par téléphone à tous vos besoins. N'hésitez pas à les solliciter. Et puis nous avons aussi beaucoup de ressources disponibles en ligne ou sous format webinaire comme aujourd'hui pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de vos associations. Et enfin, puisque nous ne sommes pas que nous sommes des êtres humains derrière cette plateforme, on propose aussi des événements en vrai, en physique. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous organisions un grand campus à Bordeaux. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. N'hésitez pas à le mentionner dans le chat. On était aussi à Saint-Ouen récemment ou à Nantes, Angers, Nice, Marseille. Voilà, donc ces événements visent aussi à incarner notre
de j'espère que vous app je suis de retour. Nous ne sommes pas mieux chaussés. Marie-Bernard peut Est-ce que Marie-Bernard peut se reconnecter? Alors, on teste une nouvelle connexion. J'espère que ce sera mieux comme ça. Moi aussi, je sens que ça va être compliqué, mais je sens surtout qu'on va s'en sortir. Bravo. Merci pour la bonne humeur, merci pour les blagues. Encore du vent sur Bègle, ça je vous le confirme. Allô Asso, c'est bon, on est online. Alors on va essayer de remettre Marie-Bernard dans la boucle, puisque c'est quand même elle qui a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et on poursuit, sur la présentation de Hello Asso, que de toute façon vous connaissez tous parfaitement, je suppose. Hem, J'allais simplement vous reparler du rebonjour Marie-Bernard, on va s'en Rebonjour. Voilà. J'allais vous parler du modèle Mmh. économique de Hello Asso pour en terminer sur la présentation, puisque comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, utilisateurs de Hello Asso, les services que nous vous proposons ne coûtent rien et ils sont 100 offerts et la plateforme est gratuite depuis ses débuts en 2009 et pour toujours a priori. En tout cas, elle a un modèle économique unique qui est basé sur la générosité des citoyens et qui consiste à chaque paiement, proposer aux contributeurs de laisser, ce qu'on appelle une contribution volontaire, l'équivalent, si vous voulez, d'un bonus, d'un pourboire au moment de leur paiement et c'est cette seule contribution volontaire dont le montant est modifiable et qui est totalement facultatif qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir ces services gratuitement à toutes les associations et elles sont plus de 350 000 à date, donc on en est très heureux. Voilà, je vois que la connexion est bien mieux. Eh bien, c'est parfait. On espère que ça dure. Je vais désormais laisser la parole et pour un certain temps à Marie-Bernard qui va vous présenter les objectifs de ce webinaire et dérouler sa présentation. Merci à tous. Voilà, bon, bah, c'était une entrée houleuse, mais c'était sympa. Donc, oui, donc les objectifs enfin, j'espère à la fin de ce webinaire que vous aurez appris à découvrir les bonnes pratiques de gouvernance qui sont reconnues comme essentielles par le monde associatif. Et quand je dis monde associatif, ce sont pas uniquement vos financeurs, mais vos pairs, les services, j'allais dire, d'État ou autres qui sont amenés à nous demander un certain nombre de comptes ou en tout cas à regarder comment nous fonctionnons. Donc les bonnes pratiques de gouvernance reconnues par ces gens-là, je vais vous les présenter le plus vite possible et je vais focaliser sur la gouvernance. Ensuite, s'assurer pour celle de gouvernance que vous avez une meilleure idée que la phrase en elle-même de questions que je vais vous présenter, des attendus liés à chaque bonne pratique, parce que le quoi est important, mais le comment l'est encore plus. Et puis ensuite, je vais vous montrer un outil qui vous permettra d'évaluer tout seul, enfin vous et vos collègues, on va voir comment, le degré de maturité
de votre organisation au regard de ces pratiques. Alors, je ne sais pas si je peux changer moi-même, et vu les techniques, je préfère que… Voilà, merci Juliette. Voilà, On va donc faire à 4 mains. exactement. Donc voilà, c'est juste, je vais vous présenter, que les bonnes pratiques de gouvernance, mais vous verrez ensuite que je vous parlerai de l'outil Autodiag IDEAS qui est maintenant en ligne sur Helloasso. Comment on peut partager cet outil et en faire un élément de dynamique au sein du conseil d'administration, et pas que, en fait. Puis, parce que c'est un outil qui concerne les associations de toute taille, j'essaierai de vous le démontrer, de vous faire même une démo de l'Autodiag, et puis de répondre à vos questions. Vas-y. Voilà. Alors, les bonnes pratiques de gouvernance, si tu peux passer à la… Voilà. Donc, il y a, en fait, vous allez voir, il y a 7 sujets, 7 thèmes particuliers dans la gouvernance. Donc, les premiers, c'est le basique de basique, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est d'avoir un projet associatif co-construit. Déjà, le mot co-construit, ça donne une idée de ce que l'on recherche dans les bonnes pratiques. C'est donc non seulement d'avoir un projet, c'est-à-dire quelle est votre vision donc d'un futur rêvé pour le monde dans lequel vous êtes, la mission que votre association s'est donnée pour essayer de contribuer à cette vision, et puis les valeurs qui portent toute votre équipe. Mais ce serait trop simple s'il fallait le faire tout seul dans son coin. Dire, quand je dis tout seul, c'est un petit bureau, 2 ou 3 bénévoles, ou même voire que le président, alors que le travail vraiment que l'on souhaite, c'est un travail de co-construction, donc un partage total de la démarche pour que vous faites une copie V0, V1, V2, V3. Et quand on partage, on perd du temps au début, mais on en gagne beaucoup, puisque c'est quelque chose du coup auquel tout le monde adhère, puisque tout le monde a été engagé dans la démarche de construction, et du coup, ce projet associatif leur ressemble. Ensuite, une charte éthique. Quand vous êtes une toute petite association, vous n'en ressentez pas nécessairement l'utilité, mais très vite, dès qu'il y a un certain nombre de bénévoles, de bénéficiaires. Dans les bénévoles, des bénévoles plutôt de gouvernance, d'autres des bénévoles opérationnels. Quand il y a évidemment des salariés, mettre sur papier quelles sont les relations qui existent entre chacun, sans rajouter tout de suite, mais ça vient vite, d'autres parties prenantes comme les fournisseurs et autres, c'est essentiel. Donc là, vraiment, la charte éthique, c'est comment vous vous attendez à que chacune des parties prenantes interagisse. Et ça peut porter des noms beaucoup plus techniques comme la charte de déontologie, ou bien la charte des engagements réciproques, qui est peut-être plus illustrant vraiment ce que ça représente. Et donc ça, c'est dès que vous avez un certain nombre d'interrelations, je vous invite à le faire, parce que ça évite que ensuite les gens soient surpris par telle ou telle chose qui vous paraît pour vous évidente et qui est un principe vraiment de relation qui guide votre action, et évidemment c'est issu de vos valeurs. Alors, les statuts, évidemment, en général, on a commencé par ça. Mais là, ce que je précise, c'est que les statuts doivent être en cohérence avec les activités. Là aussi, vous vous dites c'est un pléonasme. En fait, pas du tout. Parce que très souvent, on écrit ses statuts, on a peut-être copié sur les copains parce qu'on se dit c'est un document standard, il le faut, et puis je le fais. Et puis on oublie et on se lance dans un projet. Et le projet, évidemment, parce qu'on est à l'écoute du secteur, à l'écoute des bénéficiaires, il évolue. Et de temps en temps, faire un exercice tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend de la maturité de votre organisation. Donc au début, peut-être plus vite et un peu moins après, de vous assurer qu'il n'y a pas une incohérence entre ce qui est écrit dans votre projet associatif et ce qui est écrit dans vos statuts. Il faut que vous sachiez qu'un certain nombre de financeurs, quand vous répondez à des appels à projets, c'est le premier exercice qu'il faut. C'est-à-dire, il prend le projet associatif, alors qui fait partie d'un document très spécifique ou bien qui apparaît dans votre site internet, et il regarde vos statuts, et s'il sent une moindre incohérence, vous sortez tout de suite de la liste des gens qu'il va regarder dans l'éligibilité. Donc, c'est à la fois important d'avoir cette cohérence, et deuxièmement, ça peut être même bloquant pour des appels à projets. Le plan stratégique, le deuxième thème, alors là, il y a une bonne pratique à elle toute seule, mais elle est énorme, c'est écrire un plan stratégique. Et donc là, c'est le chemin qui définit les projets que vous allez lancer. Alors, quand je dis projet, ça comprend évidemment aussi votre action récurrente, mais qui est souvent sous forme de projet, pour atteindre la cible à moyen terme que vous êtes définie. Là-dedans, vous allez avoir effectivement le chemin, le pourquoi, le quoi et comment, quel est le modèle socio-économique. Vous avez entendu, Juliette, vous parler du modèle socio-économique d'Helloasso. Vous en avez peut-être un différent. Quels sont donc, comment vous équilibrez vos comptes, etc. Donc, c'est un exercice qui est long,
Dans l'autodiag que je vous présenterai tout à l'heure, on détaille un peu ce que veut dire ce plan stratégique, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Mais donc ça, c'est un exercice essentiel et qui est en général orchestré autour du conseil d'administration, mais je vous invite à y faire partager, à le construire aussi avec des salariés si vous en avez, ou avec des bénévoles opérationnels. Même si les bénévoles de gouvernance ce sont des gens très opérationnels, c'est la manière simple de différencier ceux qui sont OCA et ceux qui ne le sont pas. Puis après, justement, parlons des organes de gouvernance. Avoir une assemblée générale démocratique, hein, vous assurez que l'assemblée générale n'est pas quelque chose de trop boring avec juste les grands inévitables d'une assemblée générale, mais d'assurer qu'il y a une qualité d'échange, prévoir des temps d'échange à ce moment-là, une transparence parce que vous allez fournir des documents qui vont être clairs, lisibles, pédagogiques et pas uniquement sous forme experte. La question aussi se pose souvent de savoir s'il faut un quorum ou pas. Moi, je ne suis pas du tout favorable au quorum parce que si vous êtes une association où vous faites adhérer tous vos bénéficiaires, il y a des bénéficiaires qui ne viendront pas à l'Assemblée générale et donc vous n'obtiendrez pas le quorum. Ça ne veut pas dire pour autant que votre Assemblée générale n'est pas dynamique et démocratique. Donc, en tout cas, c'est surtout cet aspect de communication transparente, lisible et pédagogique qui est importante pour que la qualité d'échange au sein des membres soit vraiment là. Donc non, le quorum n'est pas obligatoire, Marion. Ça a été longtemps des pratiques. Vous savez, il y a très peu de choses obligatoires dans les lois associatives. Donc c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de notre travail, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qui fait du sens pour notre association. Et cela peut faire d'ailleurs du sens à un moment ou à un autre. Donc ça, c'était pour l'AG. Le conseil d'administration impliqué, dynamique, là aussi, derrière ça, il y a beaucoup d'éléments pratiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir, se poser la question de est-ce qu'on peut être très longtemps administrateur, est-ce qu'on limite les mandats, est-ce qu'on a bien envoyé tous les documents avant, parce que si on veut que le conseil d'administration soit dynamique, il faut s'assurer que les gens aient reçu des documents avant. Est-ce qu'on a recruté des administrateurs divers par leur âge, par leur genre, par leur expertise, leur expérience? Est-ce qu'on les forme? C'est-à-dire qu'un administrateur qui rentre dans un conseil d'administration qui existe déjà, il y a tout un langage, un jargon qui existe. Si on ne fait pas un processus d'intégration, exactement comme un salarié ou un nouveau bénévole, il ne pourra pas être aussi engagé, il ne sera pas aussi impliqué. J'en passe et des meilleurs parce que je vous parlerai de la manière d'aller voir un certain nombre de petits. Je vois effectivement quelqu'un dit ça dépend des statuts. Oui, mais les statuts, c'est vous qui les écrivez. Donc si dans les statuts, vous mettez qu'il y a un quorum, évidemment, quorum, il y aura, mais ça n'est pas une obligation. Et Gérard relance en disant ça dépend aussi des agréments que l'on veut obtenir. Alors oui, il y a alors effectivement ceux qui veulent avoir ce qu'on appelle la reconnaissance d'utilité publique. Là, la reconnaissance d'utilité publique, elle est beaucoup plus contraignante. Et je n'ai pas envie de rentrer là parce que ce serait beaucoup trop long pendant notre réunion. Mais alors là, oui, effectivement, vous avez un certain nombre de fourches codines au travers desquelles vous devez passer. Et dans ces cas-là, vous avez d'imposer un certain nombre d'éléments, moyennant quoi, quand vous êtes RUP, vous avez une probabilité plus forte d'être reconnu d'intérêt général. Elle n'est pas totale, mais elle existe. Et donc, je mets à part ce statut RUP. Hein. Et Marion demande, mais si les Oui. membres adhérents ont un droit de vote, il faut bien qu'ils soient un minimum représentés, toujours au sujet du quorum. J'allais dire, non, on peut évidemment tout faire pour avoir énormément de gens qui participent. Mais si vous imaginez un club sportif où pour pouvoir exercer, il y a aussi une adhésion. Vous pouvez vous imaginer que si vous avez 200, 300, 400 personnes, tout le monde n'est pas intéressé par la partie purement administrative. Vous pouvez leur envoyer des pouvoirs aussi également. Mais si vous vous mettez un quorum, vous allez très souvent être complètement absorbé par cette partie-là purement administrative, alors que ce qui compte, c'est que tous ceux qui veulent venir se retrouvent dans une assemblée générale dynamique, inspirante et autres. Donc, à vous de voir, mais moi j'ai été présidente d'un centre socioculturel à une époque. Toute personne qui venait à une activité sportive ou une activité pour ses enfants était adhérent. Eh bien, il y avait plus de 350 adhérents et nous étions que 60 à l'Assemblée générale, qui était particulièrement appréciée par ceux qui venaient, mais j'en déduis pas parce qu'il y avait que ce nombre de gens qu'elle n'en était pas pour autant démocratique.
hein, et ce que je vous dis est généralement, comment dire, reconnu, hein. Alors, comment faire en sorte que le CA soit également un espace démocratique? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez faire attention à la diversité des personnes qui vont être dans votre CA. Donc, vous allez faire une diversité, je l'évoquais, de genre. Vous allez aussi vous assurer que vous avez des personnes qui représentent les activités opérationnelles. Donc, ils sont d'une part bénévoles dans une activité, mais ils sont aussi représentants au conseil d'administration. Mais à l'inverse ou en complément, vous allez aussi vous assurer que vous avez des personnes qualifiées. Et là, la qualification des personnes, elle va dépendre de vos besoins. Si vous êtes dans une association où il y a énormément de problématiques juridiques, bah évidemment, vous allez essayer d'avoir des administrateurs qui ont un background juridique. Si vous êtes dans une association où vous avez des problèmes très logistiques, vous allez peut-être attirer des gens qui viennent du monde des travaux ou autres. Et donc ça, une fois de plus, la liberté qui nous est donnée nous oblige du coup à une exigence de diagnostic. Et donc vous allez constituer un conseil d'administration démocratique et impliqué si vous vous posez des questions de qu'est-ce qui fait la dynamique pour mon association. Alors, je ne veux pas là aussi détailler pour ne pas dépasser, mais je vous présenterai à la fin. Il y a d'autres outils qu'IDEAS a développés, dont une série web qui s'appelle Témoins engagés, où des associations témoignent de la mise en place d'une bonne pratique. Et il y a un épisode sur comment avoir un CA dynamique. Troisième élément, c'est les organes de gouvernance, c'est une gestion désintéressée et transparente. Et la phrase en dessous est la plus importante, c'est prouver car documenté. Autrement dit, souvent vous vous dites, bah oui, on donne énormément de temps, je reçois absolument pas je ne suis pas payé, je n'ai pas demandé à avoir un quelconque émargement, ce qui n'est pas interdit d'ailleurs, mais il y a des procédures spéciales. Mais en fait, vous ne l'avez marqué nulle part, y compris, certaines fois, c'est même pas marqué dans les statuts. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ça vaut le coup d'insister sur le fait que vous avez une gestion désintéressée. Donc, de manière générale, les bonnes pratiques, un peu comme M. Jourdain, on fait de la prose sans le savoir, et il vaut mieux dire je suis désintéressé et je l'écris dans mes statuts, dans mon règlement intérieur, dans la communication que je fais aussi. Voilà. Si je passe au quatrième volet, c'est la gestion des richesses humaines. Et le mot richesse humaine n'est pas par hasard, c'est pas juste pour faire joli, c'est qu'en fait, il y a les ressources humaines au sens classique du terme qui vont être les personnes salariées ou qui ont un statut de consultant, mais qui travaillent dans l'équipe centrale dite opérationnelle, et il y a les bénévoles. Et donc, c'est ce mélange entre les bénévoles et les salariés qui est la richesse des associations, hein, puisque majoritairement, on a souvent beaucoup plus de bénévoles que de salariés, et les articulations entre les deux sont à trouver. Par contre, il y en a qui sont communes. Le recrutement, la formation des salariés et des bénévoles doit se faire sans discrimination. Donc, ça vous dit aussi, ben oui, dans les associations, on fait toujours attention à ça. La réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, vous assurez qu'il n'y a pas de discrimination, toute type de discrimination est importante, et ce n'est pas toujours évident. Par exemple, quand certaines activités ont tendance évidemment à attirer beaucoup plus des gens jeunes que des gens seniors, et réciproquement. Donc, il faut faire un effort, effectivement, pour accélérer ou amplifier les recrutements qui sont les plus déficitaires pour arriver à avoir, si possible, un recrutement le moins discriminant possible. Des missions réparties en fonction des compétences, là aussi, c'est un b.a.-ba que l'on trouve aussi quand on travaille dans une structure dite du monde marchand. C'est bien s'assurer qu'on a couvert toutes les actions par donc des personnes compétentes et que l'on a bien réparti. Donc là, c'est vraiment de la gestion de projet, de la gestion d'organisation, du pilotage, de la gestion de trafic, si vous voulez. Et ça n'est pas si évident que ça à faire, d'autant plus que, comme vous le savez probablement, quand il y a des bénévoles, vous n'avez pas le droit, en tant que salarié, si vous êtes salarié, de leur donner des ordres. Vous ne pouvez pas, si vous vous retrouvez en situation de fait de salariat, et donc vous risquez pas mal de soucis. Et donc, il faut avoir cette intelligence de management, d'engagement, et non pas d'engagement hiérarchique. Donc, c'est toujours très compliqué. Et enfin, les bonnes conditions d'exercice de la mission de chacun. Toute personne qui a
travailler en salarié ou en bénévole dans une association, c'est que on est on y a toujours beaucoup de très bonnes idées, des idées qui sont toujours passionnantes. Or, ce qu'il faut savoir faire, c'est tuer les bonnes idées. Parce qu'on est généreux, donc on a toujours envie de faire plus, sauf qu'il n'y a que 24 heures par jour, qu'il y en a un certain nombre qui doivent être consacrés à se reposer ou en tout cas aussi à ses activités privées, et que du coup, il faut savoir s'assurer que les conditions d'exercice des missions sont respectées. Et le burn-out en association est quand même quelque chose de très courant. Donc il faut consacrer du temps à vérifier qu'on n'a pas pris plus de missions que ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est un des exercices qui est la responsabilité évidemment de l'équipe de direction et de l'équipe d'administration. Donc le CA doit vraiment faire attention à ça, parce que c'est une grosse tendance d'un monde généreux qui est celui en général des gens qui ont rejoint l'associatif. Je te propose de changer de. Oui, Oui, alors, il y avait 2 questions, peut-être qu'on soit on les prend vers la vas-y. fin, à la fin de la partie. Il y avait, Arnaud qui posait la question du règlement intérieur, je pense que c'était au moment des fondamentaux. Qu'est-ce qu'on Oui. peut dire de ce règlement intérieur? Oui, vas-y. Voilà, et l'autre question, c'était Florence qui demandait si toute association, alors c'est un peu une question plus générale, mais toute association loi 1901 était par définition d'intérêt général. Alors, la première question, du coup, le règlement intérieur, c'est une très bonne question parce que, en fait, si on ne veut pas s'amuser à changer tous les statuts de manière récurrente, puisque pour changer les statuts, il faut une assemblée générale extraordinaire la plupart du temps. On peut avoir dans les statuts prévu de changer les statuts par une assemblée générale ordinaire, mais normalement, c'est par une AGE. Donc, pour éviter ça, on fait référence dans les statuts au fait qu'un règlement intérieur complétera le fonctionnement plus récurrent. Et donc là, on peut de façon courante faire des modifications, enfin courantes. On ne peut pas faire ça tous les jours, mais on peut faire évoluer le règlement intérieur, et là on le fait en simple CA, on le valide, on le présente à l'AG pour information, mais c'est donc un élément qui peut être essentiel, d'autant plus que si on reçoit du public, par exemple, dans une association, à commencer par ses bénéficiaires, bien sûr, mais pas que. Ça peut être l'occasion aussi de préciser des tas de choses qu'on ne va pas mettre dans des statuts, qui relèvent des éléments de sécurité, des éléments de bonne conduite à l'intérieur de l'établissement, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et d'autre part, non, toutes les associations ne sont pas d'intérêt général. Non. Alors, elles peuvent se revendiquer d'intérêt général. Là aussi, vous ouvrez un peu la boîte à Pandore parce que c'est une énorme question, l'intérêt général, puisqu'il y a des critères, et de mémoire sur Helloasso, entre autres, il y a une fiche qui l'explique. Il y a un certain nombre de critères à respecter pour être d'intérêt général, dont effectivement la gestion des intéressés que j'ai cité tout à l'heure, mais également le fait de ne pas s'adresser à un cercle restreint, etc., de ne pas avoir des activités lucratives en majorité. Il y a un seuil chaque année qui, de mémoire, est autour des 60 000 euros. Mais même si vous remplissez ces conditions-là, vous pouvez vous dire que vous considérez que vous êtes d'intérêt général, vous n'en avez pas la preuve administrative. Pour en avoir une attestation administrative, il faut faire une demande de rescrit au service des impôts, qui vous donne ou pas le rescrit. Le rescrit étant dans ce document, c'est le document qui vous autorise officiellement à émettre des reçus fiscaux. Toutefois, un certain nombre d'associations émettent des reçus fiscaux sans être allées chercher ce rescrit, et je dis à leur risque et péril. Il y en a beaucoup, c'est même assez courant. Donc, il vaut mieux se dire, si un jour les impôts me disent, vous avez émis des reçus fiscaux, donc vous avez du coup généré des avoirs fiscaux, donc c'est de l'argent public qui n'est pas rentré. Et moi, je conteste en tant que service d'impôt, je conteste ce statut d'intérêt général que vous vous êtes donné. Vous devrez aller devant les tribunaux, etc., pour essayer d'obtenir éventuellement d'être reconnu d'intérêt général. Donc, attention, mais là aussi, il y a énormément de très bons documents donc, qui précisent ça, que ce soit sur Alloasso. Je conseille aussi Associatech, qui est une mine de documents qui peuvent vous aider à avoir plus d'informations sur ces points-là. Oui, je confirme, chez Helloasso, on sensibilise aussi beaucoup puisque c'est notre mission numéro 1 de collecter l'argent des contributeurs au service des associations.
et effectivement, c'est très sensible comme sujet et c'est de votre responsabilité. Et Alors, je vois pour, quelqu'un qui dit: «Attention, les services d'impôts ont été étonnés de notre demande. La réponse a été que personne ne le demande, donc faites-le». Ça dépend vraiment des départements, hein, donc attention parce qu'il y a et c'est ça aussi, c'est vraiment très, très variable, donc faites un peu attention, hein, donc et je vous conseille de regarder très, très profondément si et de éventuellement demander à un conseil, ce qu'il pense de votre perception de votre reconnaissance d'intérêt général. Mmh. et je réagis, très brièvement sur la question d'Alain. Si l'administration ne répond pas, j'imagine, à la demande qui a été, formulée pour devenir association d'intérêt général, est-ce un accord de principe? Je ne crois pas. Je crois simplement Non, que et la d'autant demande prend plus du temps. voilà, et en plus, si, on peut, l'administration peut vous donner la reconnaissance et un jour ou l'autre décider de vous l'enlever. C'est arrivé à pas mal d'associations. Donc voilà, il faut vraiment, faire attention à ce point-là, et donc les services d'impôts nous indiquent que l'adhésion à l'association ne peut pas donner lieu à un reçu fiscal. Oui, ça dépend des cas là aussi. L'adhésion, un don, supposons, le don, si vous êtes reconnu d'intérêt général, donne lieu à émission d'un reçu fiscal. L'adhésion, ça dépend vraiment là aussi des décisions des services des impôts. Donc c'est une vraie jurisprudence, hein. Il n'y a pas une règle écrite garantie. Je Sur vous propose de passer à ce autre chose. Voilà. Oui, sur cette thématique, on vous transmettra la ressource dont parlait Marie-Bernard tout à l'heure. Avant de passer à la suite, juste, effectivement, un conseil d'administration n'est pas, obligatoire dans une association de petite taille. C'était mentionné un peu plus haut dans le chat. Non, mais non, il y a très peu de oui, enfin, je suis d'accord avec cette réponse, voilà. Dans une toute petite association, après ça devient très utile parce que tous les gens qui sont dans un CA, si c'est un CA qui est vraiment, très engagé, bah, ça fait énormément progresser une association. Alors, je passe aux 3 autres thèmes, de la partie gouvernance, que j'aborde aujourd'hui, et donc c'est la gestion des donateurs et des financeurs et des partenaires, puis la politique de communication et la gestion des risques. Là aussi, je ne rentre pas énormément dans les détails, mais la question, le point, la bonne pratique, c'est: est-ce que vous avez réfléchi à des modalités de recherche de financement? Je prends un exemple très, très clair. Est-ce que vous avez décidé ou pas de faire appel à ce qu'on appelle la générosité publique, c'est-à-dire faire du crowdfunding, faire donc de la collecte très large. Donc, dans ce cas-là, vous faites un profil public sur Helloasso, par exemple, avec un lien vers la capacité à faire des dons. Mais à partir du moment où on fait appel à la générosité publique et que l'on atteint un certain nombre de seuils, on a du coup des obligations comptables importantes. Et au-delà du comptable, dès qu'on fait appel à la générosité publique, la moindre des choses, c'est de tenir au courant ce public de ce qu'on a fait de l'argent qu'on leur a demandé. Donc, il faut vraiment se poser des questions. Il y a plein d'associations qui ne font pas appel à la générosité publique, qui par contre vont décider de chercher des financements du public au sens des établissements publics, hein, donc région, État, enfin, toutes les collectivités locales. Mais en fait, c'est se poser la question, quel modèle je veux? Vous avez aussi des associations qui décident au contraire de ne pas dépendre du tout du secteur public et qui refusent d'aller chercher des sous auprès de. Je vous disais que je voulais vous parler du comment autant que du pourquoi, du quoi. C'est typiquement ça. Donc voilà. Donc, et effectivement, si vous vous lancez dans des recherches de financement auprès, par exemple, si vous répondez à des appels à projets ou autres, je vois un peu les éléments, pour obtenir des subventions publiques, vous allez devoir faire des dossiers, donc il va falloir que vous vous organisiez pour avoir quelqu'un qui soit capable de les faire de manière courante. Il y a un retour sur investissement, certes, on l'espère en tout cas, mais ça demande beaucoup de temps. D'un autre côté, ça vous oblige effectivement à écrire un certain nombre de documents. Typiquement, quand j'ai cité le projet associatif, les statuts, on va vous demander très probablement là aussi la liste de votre conseil d'administration, etc., etc. Donc, la question de quelle modalité de recherche de financement je décide, c'est aussi très important et variable d'une association à l'autre. Et de même, les modalités de relation avec les partenaires, c'est aussi, je vais prendre un exemple caricatural, je suis une association, enfin caricatural pas tant que ça, je suis une association de défense de la nature.
est-ce que je vais aller chercher de l'argent chez certains partenaires? Je ne citerai pas de nom, mais vous en aurez certainement autant que moi en tête. Donc, est-ce que je m'interdis un certain nombre de partenaires ou bien est-ce que je me dis, je vais chez n'importe quel partenaire, mais quand je signe un partenariat avec lui, je vais le signer en connaissance de cause. Je prends un exemple public, puisqu'il l'a déjà dit plusieurs fois. Alain Bougrain-Dubourg, lors d'une émission de télévision, en tant que un représentant de la Ligue pour la défense des oiseaux, pardon, la LPO, disait, moi, je ne m'interdis pas d'avoir comme partenaire Vinci. Mais dans mon partenariat avec, ce qui est le cas, mais dans mon partenariat avec Vinci, j'ai bien écrit que si Vinci, lors d'un chantier, ne respectait pas la protection des oiseaux, eh bien, je me permettrai de réclamer, d'attaquer, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez subtil. Donc, là aussi, c'est des questions à se poser qui peuvent prendre un certain temps, mais qui, qui vous permettent comme ça de donner vie à ce qu'est votre association. Une association a un ADN très très fort, hein. On est tous très fiers de l'ADN de nos associations, mais il faut du coup, on a la chance, sans avoir besoin de passer par un laboratoire, de nous-mêmes décomposer cet ADN et de se poser les questions essentielles pour ça. Et évidemment, une fois que vous avez établi de manière générale vos modalités de recherche de financement ou vos modalités de relation avec les partenaires, vous devez le définir en CA, vous devez valider et vous allez par ailleurs co-construire des projets avec des partenaires en connaissance de cause. Si je reprends l'exemple de LPO, je vais m'approcher d'un partenaire en disant, je vous préviens que même si vous me donnez de l'argent, je ne m'interdirai pas éventuellement de faire de la publicité, plutôt de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Voilà. Aude demande Vas-y. si, c'est bien l'AG qui délibère et valide ce type de choix de partenaires et financeurs. Non, on peut s'arrêter au niveau du CA. Moi, je conseille toujours que l'AG soit un lieu justement très démocratique et donc je vais lui demander, par exemple, d'approuver ou je vais l'informer. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend vraiment de qui sont vos membres. Dans certains cas, ça ne pose aucun problème de tout ramener à une première validation en CA et une approbation en AG. D'autres fois, c'est plus difficile. Si vous êtes dans une AG où les membres sont tous les membres participants et autres, il y a certaines fois, ils ne vont pas être en capacité, parce que ça va devenir très technique, d'approuver telle ou telle chose. Donc, vous pouvez faire semblant et leur demander d'approuver, et ils vont probablement le faire, mais parce qu'ils ne vont pas oser dire que c'est trop technique ou autre. Donc, à vous de voir, toujours pareil, vous avez une très grande liberté en France de la loi associative, donc c'est à vous de voir, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, de toute façon, c'est le CA qui, dans un premier temps, doit en réfléchir, débattre de ces points-là, valider, et vous voyez si vous faites juste une approbation ou une information en AG. Et toujours sur, merci, Marie-Bernard. Toujours sur cette question, des financeurs avant de passer à la communication. Dans quelle mesure, demande Gaëlle, un partenaire ou un mécène peut demander une exclusivité sur un type d'action? Sur un projet, par exemple, vous avez toujours plusieurs projets, hein. Si sur un projet, quelqu'un vous demande l'exclusivité, ça voudrait dire que, par exemple, vous avez un projet qui vous coûte 50 000 €, hein, et que lui le finance complètement. Donc à ce moment-là, il va vous dire, j'aimerais bien avoir l'exclusivité. Si le projet vaut 50 000 € et qu'il vous dit 10 000 €, vous allez dire, je vois pas comment je pourrais vous donner une quelconque exclusivité, puisque vous ne finissez pas l'ensemble du projet. Autre exemple, vous pouvez avoir, par exemple, vous faites appel à une banque, une banque d'affaires. Elle va peut-être vous dire, moi je ne veux pas, si je vous finance, j'aimerais que vous ne fassiez pas une demande à une autre banque d'affaires. Il ne peut pas vous l'interdire, mais je ne vous le recommande pas parce que voilà, c'est du bon sens. Vous voulez, par contre, vous allez lui dire, par exemple, vous êtes une banque d'affaires, vous m'avez donné de l'argent, mais moi j'aimerais bien, je me garde le droit d'appeler, de demander de l'argent à une banque mutualiste. Si vous voulez, c'est une intelligence des relations partenaires. L'exclusivité en tant que telle, on n'est pas dans un contrat financier, contrat commercial là, hein.
Sur le sponsoring, ce qui est différent, là, que vous pouvez éventuellement, sur une opération, on peut vous demander l'exclusivité, si tant est que le sponsor vous donne de quoi payer l'ensemble du budget que vous lui avez demandé. J'espère que ça correspond à la demande. Ouais. Très clair, merci. Et Gérard qui réagit, il me semble que le mécénat, c'est forcément sans aucune contrepartie. Exactement, c'est la différence entre sponsoring et mécénat. Alors après, heu, dans la vraie vie, les associations, évidemment, quand quelqu'un vous donne de l'argent, c'est pour soutenir une de vos causes, et vous allez quand même mettre quelque part en bas de votre document, j'ai été soutenu par. Donc il y a cette petite contrepartie qui est le fait que apparaisse son nom, hein. Mais voilà, mais effectivement, il faut faire attention à ces genres de choses. Et là aussi, c'est un sujet très très large. Je vous conseille d'aller regarder des ressources plus détaillées si vous vous intéressez particulièrement à ce sujet-là. Alors, politique de communication, là aussi, c'est des choses toutes simples. Je vous invite, et c'est les bonnes pratiques qui sont regardées aussi par vos mécènes, par vos tutelles, à publier, si vous avez un site internet ou de manière générale, en général maintenant c'est sur un site internet, vos documents de référence, c'est-à-dire le projet associatif, les statuts et le rapport annuel de l'année et souvent l'année précédente. Je pense que c'est intéressant et puis j'allais dire c'est aussi une partie de notre dynamique collective d'association. Moi je vois de temps en temps, assez souvent, je vais regarder les rapports annuels de gens qui me ressemblent parce que je trouve intéressant de m'inspirer les uns des autres. Donc on est dans le collaboratif, hein, on n'est pas dans l'exclusivité en général dans le monde associatif. Donc faites-le. Ce n'est pas obligatoire de publier ces documents pour répondre à Delphine, mais c'est une bonne pratique. De toute façon, tout ce que je vous présente, ce sont des bonnes pratiques, souvent supralégales. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi qui me l'impose, ce n'est pas un règlement, mais c'est parce que on juge de la valeur des associations au fait de respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Donc moi, je vous le conseille, et pas que pour être, comme je disais, bien vu, mais aussi pour pouvoir voir les autres. Donc là, c'est plutôt un rendu de manière générale que j'évoque dans le fait de publier ces documents. En plus, comme vous le savez, ces documents vous sont très très souvent demandés quand vous faites, alors là, vous répondez à un appel à projet ou que vous faites une demande de subvention, j'allais dire, en candidature spontanée. L'autre point, la communication régulière et transparente, c'est un sujet que j'ai un peu évoqué avant. C'est le respect de vos parties prenantes. Les parties prenantes, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais quand vous faites votre projet associatif, votre plan stratégique, vous allez réfléchir à l'importance de toutes les parties prenantes autour de vous. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc, si vous avez une partie prenante qui a vraiment beaucoup d'importance pour vous, ben, chouchoutez-la. Et donc, envoyez-lui une information plus régulière et en tout état de cause, transparente au sens, non pas uniquement de je cache quelque chose, mais dans le sens compréhensible du commun des mortels. Et là, c'est un vrai travail de pédagogie. Souvent, d'ailleurs, le responsable com est amené à j'ai perdu, c'est pas vous, mais nous avons perdu. Ah, te revoilà. J'étais là, j'étais là. D'accord, c'était ça qui était à côté. J'avais peur qu'on se soit tous perdus. Et donc, c'est surtout l'aspect, j'allais dire, donc pédagogique et compréhensible du commun des mortels, hein, qui est important. Et alors, la facilité de contact, là, quand on est une petite assoce, c'est souvent difficile. C'est comment, dès que vous prévoyez un moyen de contact, que ce soit juste contact sur le site, que ce soit un numéro de téléphone, ben, assurez-vous qu'il y a une relève de cette. C'est du b.a.-ba ce que je dis, mais quand on vit dans les associations, je suis sûre que vous voyez très bien ce que je veux dire, et que vous avez des gens qui vous disent ben, je t'ai laissé 3 messages, j'ai pas eu de retour. Donc, si vous créez un moyen de contact, il en faut un quand on est une association. Assurez-vous qu'il soit relevé de façon régulière, hein. Quitte à prévoir, par exemple, sur une adresse mail, un message qui dit actuellement nous sommes très engagés ou très occupés sur telle chose, désolé si nous prenons un peu de temps pour vous répondre. Mais ça, c'est j'allais dire, de la bonne éducation et il faut l'organiser. Le dernier point est le plus rébarbatif, mais c'est pourtant essentiel dans la gouvernance, c'est la gestion des risques et le contrôle interne. Politique de gestion des risques, là, j'allais dire,
dès que vous avez vécu un moindre aléa, sans aller jusqu'au Covid, vous savez que c'est important. C'est-à-dire faire une cartographie de qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque dans l'association. Donc vous avez des risques financiers, vous avez des risques RH, vous avez des risques techniques, vous avez des risques de réputation, vous avez des risques techniques étant informatiques, mais pas que, ça peut être aussi des problèmes de chantier, etc. Donc c'est vous poser un certain nombre de questions et version un peu catastrophe, qu'est-ce qui peut nous arriver et de lister tous les risques possibles et imaginables. Là aussi, vous trouvez des modèles, y compris venant d'entreprises sur le web ou autre, et vous posez la question de cette valeur, non seulement comment dire, il y a ce risque-là, et quel est selon une échelle, est-ce que c'est un risque faible ou fort chez nous? Le risque des réputations va évidemment beaucoup plus toucher les associations très connues et très visibles sur de la presse et autres que la petite. Donc vous faites une évaluation, et une fois que vous avez fait cette évaluation de risque, vous dites, bon, mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre comme parade? Alors non pas pour l'éviter à 100%, parce que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que je peux faire quand même pour limiter les impacts de ce risque s'il se réalisait, hein. Donc là, il va y avoir beaucoup d'éléments. Donc ça va être sur les ressources humaines, ça va être le fondateur qui sait tout faire, qui connaît tout par cœur, ou la fondatrice qui n'a jamais rien écrit et qui fait tout. Et qu'est-ce qui se passe le jour où cette personne s'en va? Donc là, je fais quelque chose que vous connaissez aussi. Donc comment je fais eh bien, une des parades, évidemment, c'est d'écrire ce qu'on fait, de réfléchir à des successeurs et tout. J'en passe et des meilleurs. Dans cet exercice, il est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on l'a mis en place, et là aussi, il faut le faire en collectif, pas que le CA, les salariés et autres, pour qu'il y ait une appropriation, d'autant plus que les parades au risque sont souvent apportées par tout le monde. Eh bien, il faut non seulement le faire, mais il faut le réviser à peu près au moins tous les 2 ans, sachant que vous allez vous rendre compte que certains risques ont baissé d'ampleur par rapport, enfin, quand vous allez évoluer, son importance pour cette association, elle va varier parce que bah, la vie de votre association a varié. Et puis vous allez être très content de voir qu'il y en a certains justement qui se sont abaissés parce que vous avez mis en place un certain nombre de choses. Et de même, et d'ailleurs c'est très lié, écrire ces procédures clés, c'est vraiment important de les rédiger, de les faire connaître et de les faire contrôler. Donc les procédures clés, ça va être une procédure recrutement, une procédure de formation, une procédure des achats, etc. De manière à ce que quand il y a des nouveaux qui rentrent dans l'association, ben, il y a un temps d'intégration qui soit beaucoup plus faible parce que tout est écrit. Et quand j'ai eu à faire ces exercices-là, puisque moi, avant d'être présidente d'IDEAS, j'ai été cliente d'IDEAS il y a quelques années, puisque je dirigeais un centre socioculturel. Enfin, j'allais prendre la présidence d'un centre socioculturel et j'ai voulu m'assurer que j'avais mis en place des bonnes pratiques. Donc, j'ai demandé à IDEAS de m'accompagner vers le label qui est un autre produit que celui que je vais évoquer après, mais qui est un produit très exigeant. Ça dure à peu près 18 mois. Et donc, j'ai écrit avec les gens autour de moi, on a écrit toutes les procédures. Quand j'ai voulu chercher quelqu'un pour me remplacer à la présidence, ben, je n'ai pas eu beaucoup de mal, parce que je dis, écoute, là, je t'ouvre le manuel du Castor Junior, hein, et j'ai tout qui est écrit. On a écrit les choses, on les a documentées, il y a une cartographie des risques, il y a une cartographie des parties prenantes, etc., etc. Donc le temps que vous passez à mettre en œuvre ces bonnes pratiques, c'est aussi du temps que vous allez gagner après en crédibilité vis-à-vis des gens que vous allez vouloir recruter, que ce soit des salariés, que ce soit des bénévoles de gouvernance ou des bénévoles opérationnels. Et Voilà, en gros. Oui, vas-y. ouais, non, j'allais justement, conclure en disant et pour mettre tout ça en œuvre, il faut aussi savoir où on en est dans son association. Donc on va passer à la partie un peu plus démonstration. Peut-être juste avant, Exactement. on avait une question de Cédric qui demandait si, très rapidement parce que on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que Ouais. la cartographie des risques peut être diffusée aux adhérents ou est-ce que c'est un document sensible qu'on garde pour le CA et pour l'équipe de salariés? En général, on le garde en interne, non, oui, parce que c'est d'abord, c'est très, très sensible et puis, c'est très technique, hein. En général, ça c'est sous forme d'Excel avec, 25 heu, fichiers dedans, enfin pas 25, mais il y a un certain nombre et tout. Non, c'est un doc et puis vous risqueriez de paniquer tout le monde, hein, puisque c'est quand même par principe une version, tout ce qui peut vous arriver. Ça vous empêche pas par contre parce que vous avez fait une cartographie des risques, d'évoquer certaines choses avec les gens.
mais sans faire allusion au document lui-même, hein. C'est un peu quand vous voulez faire apprendre aux gens à bien conduire, vous leur montrez peut-être pas tous les détails du moteur, mais par contre, vous savez que si ils conduisent bien, bon, ben, ils utiliseront moins le moteur ou les pneus, pour prendre des exemples que je connais assez mal en fait. Voilà, Merci beaucoup. On va passer à la vas-y. partie un peu plus, démonstration si ça vous va. Voilà. Alors, du coup, moi, ce que je voulais vous montrer, là, j'ai focalisé à la demande des LOASO sur les gouvernances, mais de manière générale, ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez savoir où en est votre association grâce à un outil. Vas-y, qui va vous permettre de découvrir toutes les bonnes pratiques. Si vous regardez, il s'appelle l'autodiag, vous le voyez en photo là c'est la première page sur un PC, mais évidemment il est aussi en mobile responsive. Et vous voyez que j'ai évoqué avec vous les premières lignes, hein, donc pas les et pas mal parce qu'il y en a beaucoup plus en gouvernance que autres qui sont des bonnes pratiques. Mais il y a aussi des bonnes pratiques de comptabilité générale, d'organisation comptable, de gestion et communication financière, de systèmes de pilotage, d'outils de pilotage et d'évaluation. Et donc, donc voilà, c'est tout ce qu'on va évoquer dans cette guide, dans cet autodiag en 28 questions qui vont vous prendre en moyenne 15 minutes si vous connaissez bien la manière dont est gouvernée votre association, hein. Si vous êtes un bénévole uniquement de terrain, vous ne pourrez pas répondre à l'ensemble des questions. Et donc, dans les 28 questions, on aborde les 3 thèmes de gouvernance, celui que je viens de balayer rapidement, le finance, le pilotage et l'évaluation. Et donc, vous évaluez votre organisation et les méthodes, parce que vous allez voir qu'on vous pose des questions de méthode. Vous allez découvrir vos points forts et vos points plus faibles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de comparer vos pratiques avec celles reconnues comme essentielles. C'est-à-dire que les questions qui vous sont posées dans l'autodiag, si on vous pose ces questions, c'est qu'il y en a qui les mettent en œuvre, les bonnes pratiques. Donc, si vous avez un résultat très en retrait, bon, ben, ce n'est pas grave parce que vous êtes peut-être très jeune et c'est normal, mais ça va vous donner une idée de la marge qui vous reste pour être vraiment en maîtrise des bonnes pratiques attendues dans le monde associatif. Oui, l'outil est sur Hello Asso et c'est bien pour ça qu'on est là ce soir. Et il est gratuit pour les assos. Absolument. Voilà, vas-y. Alors, avant de vous le présenter, je vous fais le venir un peu en pointe. Ce que je vous conseille, si vous êtes membre d'un conseil d'administration, ou même si vous êtes salarié et que vous pouvez, avec la direction de votre association, proposer cette idée au CA, c'est d'organiser le partage de l'autodiag en CA. C'est une des manières de le faire collectivement. C'est-à-dire que, comme vous le savez probablement pour ceux qui sont dans un CA ou ceux qui ont été invités dans un CA, il y a un ordre du jour qui est très, très guidé par des sujets saisonniers, le budget, le statut, la future AG, le renouvellement des adhésions. Enfin, il y a vraiment quand même ce qu'on appelle des marronniers qui sont très fréquents. Et du coup, si on ne fait pas attention, le plus souvent, les validations de documents sont soumises à approbation ou restitution. C'est une restitution d'un travail qui a été fait par un groupe d'administrateurs. Et donc, tout le monde lit les documents avant, dans le meilleur des cas, et ensuite, eh bien, ils valident, ils approuvent. Tandis que là, on va vous donner une occasion de partager collectivement un travail individuel sur un même sujet et en très peu de temps. Tu peux y aller. Comment? Pardon, je réponds Vas-y. en même temps au chat. Pardon. Eh bien, vous allez inviter tout simplement, alors là, évidemment, en général, c'est le président ou le secrétaire du conseil d'administration qui invite chaque administrateur à faire l'autodiag. Donc, vous lui dites, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, puisque tu connais bien l'association et tu vas mettre 15 minutes pour le faire. Et puis, vous allez dire, ben voilà, dans le prochain CA, on va consacrer 1 heure. Donc, faites-le plutôt dans un CA de rentrée, donc en début d'année ou en septembre, ça dépend de votre organisation. Et là, vous allez vous retrouver, ça je peux vous le garantir, avec des perceptions différentes. Personne n'aura répondu exactement la même chose, et c'est normal. Et donc, vous allez avoir une discussion, c'est-à-dire que vous allez dire, moi j'ai répondu qu'on avait totalement mis en place cette bonne pratique. Et quelqu'un a dit, lui, qu'on ne l'avait pas mis en place. Ah bon, comment ça se fait? Et donc vous allez avoir une discussion. Vous allez avoir quelqu'un qui dit, oui, tu dis qu'on a mis en place le projet associatif, mais tu as vu, on te demande si tu l'as mis en place de manière collective. Or, tu sais bien que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai répondu non ou partiellement. Et vous voyez, c'est une discussion du coup assez riche. Et puis, vous aboutissez ensemble en fait à un consensus, à moins que tout le monde reste sur son compte à soi, mais on espère qu'on arrivera à un consensus sur le niveau
de mise en ordre en disant OK, voilà. Et puis après, vous allez vous poser une question ou deux sur tiens, il y a un certain nombre de bonnes pratiques, on a vu qu'on n'était pas au top et qu'on pourrait l'être. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment de décider ensemble d'essayer de la mettre en œuvre? Et alors là, il n'y a pas de bonne pratique plus importante que d'autres. C'est celle qui a du sens pour votre association à ce moment-là. Alors, vous verrez qu'il y en a qui sont liées les unes aux autres, mais typiquement, par exemple, la cartographie des risques dont je vous ai parlé tout à l'heure, après le Covid, je peux vous assurer qu'il y a des tas de gens qui se sont roués dessus en disant j'aurais pu prévoir, par exemple, la digitalisation pour pouvoir travailler à distance, etc. et autres. Donc, il y a des actualités générales ou locales qui vont vous donner un choix à prendre et donc vous allez pouvoir décider laquelle vous avez envie de développer parce que vous vous êtes mis tous d'accord sur le fait que c'était une priorité pour votre association. Vas-y. Et donc, le bénéfice que vous allez en tirer, c'est de disposer vous avez un outil de mesure de l'efficacité de la gouvernance pas cher, puisqu'il est gratuit et rapide. Vous allez pouvoir engager et aligner tout le CA sur ce dossier. Et vous allez avoir la reconnaissance, la considération de tous, parce que dans ces moments-là, vous allez voir des gens qui vont se révéler beaucoup plus en connaissance de l'association que d'autres, donc vous allez pouvoir les mettre en valeur. Ça développe aussi de la fierté d'appartenance de se mettre d'accord sur ce genre de sujet. Et vous avez du coup un collectif qui est satisfait d'avoir fait ce travail, qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis vous avez gagné du temps parce que c'est pas, comment dire, c'est un établi de restitution, comme je vous l'ai dit, qui est rapide et facile à organiser. Donc moi, je vous conseille ce rituel pour avoir eu des retours de gens qui l'ont fait. Ils m'ont dit, mais oui, c'est très, très riche. C'est jamais la même chose, hein, donc il n'y a pas de standard, mais ça a été très riche. Voilà. Donc, je pense que maintenant, nous allons… alors, avant de vous le présenter, juste pour vous dire que quelle que soit la taille d'association que vous êtes, je peux vous assurer que vous pouvez le faire l'autodiag. Depuis qu'il a été créé… Ah, pardon. On ne vous voit plus, mais on vous entend toujours. Oui, alors moi j'ai un écran noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est Vous voyez passé. plus notre présentation? Non, ça va revenir, je pense. Hop, je reviens sur Vous là, ça va mentionniez le revenir. fait que l'outil Voilà, ça était… y est, c'est ouais. bon, merci, merci. Donc vous voyez, 65% des répondants à cet autodiag ont un budget supérieur ou égal à 500 € Donc, ça, vous allez peut-être trouver pour certains que c'est beaucoup, mais enfin, ce n'est pas si important que ça. Donc, ça veut dire que donc, il y en a quand même 45 qui sont plus petits que 500 € Donc, c'est des moyennes associations qui vont répondre. Il y en a qui ont très, très peu de budget parce qu'elles sont en création. La preuve, c'est qu'il y a 27% d'associations jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 5 ans, de 0 à 5 ans, qui l'ont fait. Vous voyez que les gens qui le font représentent… Alors, pardon, sur le territoire, ça, je suis très contente de ça parce que comme je suis en région parisienne, je suis très contente de voir qu'il y a 59%, donc plus de la moitié des associations qui utilisent Autodiag qui ne sont pas franciliennes par leur siège. Et donc, c'est une manière pour nous de les toucher alors que IDEAS est situé en région parisienne. Et là, vous avez ensuite les personnes qui ont complété l'autodiag. Donc, vous voyez qu'il y a des administrateurs, des présidents, enfin, il y a des groupes à peu près similaires. Le plus petit en représentation, c'est le groupe des bénévoles qui ne sont pas des bénévoles d'ECA. Donc, c'est assez logique compte tenu des questions que l'on pose. Voilà. Il y avait une petite question de Oui. Bérénice. Combien d'associations ont déjà fait l'autodiag aujourd'hui? Alors, on en est à, oui, ça y est plus sur le site, on en est à 1500 qui l'ont fait depuis sa création il y a à peu près 3 mois. Et 3 mois, 3 ans, pardon. Donc, c'est pas des chiffres monumentaux, mais c'est quand même pas mal parce que, IDEA, c'est une association qui n'est pas aussi connue qu'Eloasso et que donc, on n'a pas des moyens de communication colossaux. Voilà, et puis maintenant qu'on est sur le portail Helloasso, j'espère qu'on en aura beaucoup plus. Voilà. Alors, Alors, le moment que vous attendez tous. une petite démo. Est-ce que Marie-Bernard, vous pouvez partager votre écran? Sinon, c'est moi qui m'en charge. Alors, où est-ce que je vais partager mon écran? C'est dans le paramètre? Non, je ne En sais pas où c'est. bas, si vous avez micro et Ah caméra, il oui, est possible. pardon. Non, j'ai micro caméra. Oui, pardon, le voilà. Excusez-moi. Et Alors, on je vais ne voit faire… plus votre caméra. Alors, c'est pas trop gênant, mais au cas où. Attendez. Hop.
Aude dit: «Grâce à ce partage, nous allons faire baisser la moyenne de budget des répondants et ceci n'est pas une menace, mais c'est une promesse». Alors, vous voyez toujours pas, mais attendez, je réfléchis avec des Sinon, caméras. je Voilà, partage, attendez, hop, save change. le suspense est à Alors, son je ne sais comble. pas pourquoi je n'apparaît plus, mais par contre, je vais partager. Alors, je vais chercher le lien qu'on avait ouvert tout à l'heure. Voilà. Non, attends. Je cherche le lien vers la page Eloasso tant qu'à faire. Oui, alors, sinon, c'est vrai que je peux Tu la partager. vois? Ouais. Je peux le faire si tu le souhaites et c'est vrai que sur la page directement du IDEAS, Mmh. peut-être en webinaire, c'est plus pratique. Ah bah, si tu veux, alors attends, à ce moment-là, je vais, Je pense que j'y suis. Est-ce que vous voyez bien? oui, on la voit. Par contre, pour faire la démo, il va falloir effectivement que ce soit moi qui ouvre, autant pour moi. On a tellement changé d'idée, voilà. L'autodiag IDEAS, il est là. Je reviens sur c'est vraiment du live. Ah ben, c'est tellement du live qu'on a perdu on l'a perdu. Sinon, je vais prendre le relais. Alors cet autodiagnostic, il est disponible sur le blog Helloasso. On va vous envoyer le lien du blog à la fin du webinaire, le lien de la page notamment, qui s'appelle «15 minutes pour évaluer la bonne gouvernance de mon association» et on vous enverra, aussi tous les supports, de ce webinaire, comme c'était mentionné. Alors, est-ce qu'on va retrouver Marie-Bernard? La revoilà. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que je vais partager moi mon écran, puisqu'on ne vous entend plus. Ça y est, Vous on me vous voyez? entend, je crois. Oui, je Oui, pense par que contre, je ne sais pas pourquoi, parce que ma caméra est branchée, enfin, elle c'est était pas grave. branchée, voilà. Et je n'ai pas en fait le partage d'écran, hein. Ce que j'ai Voilà. cru être le partage écran, c'était vous quitter, donc c'est pour ça que j'ai fait un aller-retour. Voilà, Eh bien, alors, je vais par est-ce que tu peux, tu vas devenir du coup le cobaye parce qu'il va je suis falloir que cobaye. alors vas-y, reviens sur Autodiag, Donc là, je voilà, suis sur la page du voilà, blog, je du débute. blog, tu tapes et là tu mets une adresse mail que tu veux inventer, hein, gmail.com. Voilà. Alors, vous voyez, on vous pose un certain nombre de questions. C'est ce qui m'a permis tout à l'heure de vous dire, voilà de quel secteur sont les gens, et cetera. Donc, on vous le demande et je vous garantis que je le garde totalement anonyme. Je ne fais que des présentations où je dis, il y a eu tant de gens de tel ou tel secteur. Donc, tu as qu'à mettre, voilà, Eloasso, tu choisis un secteur d'activité, à une ancienneté. La localisation, c'est ce qui m'a permis de vous dire que vous étiez. Je ne sais pas s'il va accepter cette forme-là. Il faut que tu mettes carrément Bègle. 33, tu mets le code postal. Allez, Voilà. Non, Bègle, il ne connaît pas. Tu n'as pas besoin de mettre Bègle. je connais pas Bègle. Si, mais je crois que tu mets juste le code postal, ça va aller. 15 bénévoles, nombre de salariés, voilà. Et une tranche de ressources annuelles, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et quel est ton rôle? Donc Je là, m'attribue le rôle de présidente. il faut en profiter, c'est le jour. Voilà. Et vous voyez, alors, voilà, vous allez avoir après les 28 questions, on ne va pas les faire toutes, et à chaque fois, quand vous répondez, on vous pose la question en forme de nous, parce que comme vous le savez, dans une association, on ne fait rien tout seul. Donc en fait, on se met à votre place, et donc vous vous dites, nous, plutôt donc nous, membres de l'association OCA ou salariés ou en tant que bénévole, nous avons élaboré notre projet associatif. Et donc, bah, tu réponds ce que tu as envie, et hop, tu passes à la question suivante. Voilà. Avons-nous, nos statuts sont-ils bien cohérents avec le projet associatif? Tu mets ce que tu veux. Ah, il y avait d'abord, pardon, le charte éthique, hop, et puis vous passez à la page suivante, etc., etc. Donc voilà, et à la fin du système, vous allez récupérer un radar, comme une araignée, hein, si vous voulez, et vous allez voir par rapport au maximum possible, qui est donc évidemment, si vous avez répondu complètement partout, vous allez avoir un radar avec du coup l'ensemble de vos résultats. Vous pourrez le télécharger et le garder, et vous aurez aussi d'ailleurs accès. Voilà, alors celui-là, typiquement, vous voyez, cette personne-là, elle va pouvoir se dire, tiens, en méthode d'évaluation, on a encore du progrès à faire. Alors qu'en gouvernance, on est plutôt très proche du maximum qui serait d'avoir répondu parfaitement. Alors, c'est votre perception, hein, mais ça, c'est important aussi parce que d'abord, c'est celle que vous partagez tous au sein de l'association, mais
très clairement, par expérience, quand je regarde les résultats des 1500 et donc la perception qu'ont les associations, d'abord, il y a vraiment des points sur lesquels il y a des bonnes pratiques qui ont du mal à être ancrées par tout le monde, on le voit bien. Et quand IDEAS accompagne des associations avec un autre produit qui est l'accompagnement vers le label, qui est très exigeant parce que je vous ai dit, il faut consacrer 18 mois à remplir 90 bonnes pratiques dans ce cas-là, eh bien, celles qui ne sont pas ancrées au début, ce sont les mêmes. Donc, c'est peut-être de l'auto-évaluation, mais je pense que les Français, on a l'esprit assez critique pour savoir aussi être critique sur nous-mêmes, bien que nos défauts aient des qualités. Et donc, je pense que votre perception est quand même proche de la réalité. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est là que si chacun fait son radar, dans un CA, vous allez voir que chacun a un radar un peu différent. C'est intéressant après collectivement de s'ajuster. Il y a une question, Marie-Bernard, sur, qui accède, aux réponses de cet autodiagnostic? Je mentionnais tout à l'heure dans le chat que nous, on héberge, cet autodiag IDEA sur notre blog, mais en aucun cas on voit les réponses, La seule personne qui voit les adresses mail, c'est moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis présidente, mais c'est moi qui ai inventé cet outil quand j'étais simple bénévole. Et c'est moi qui gère la Babase. C'est un tout petit outil qui a été construit par des jeunes d'une association qui sont des élèves d'une école d'informatique. Et donc, moi, j'ai accès, mais je ne regarde même pas les noms parce que je regarde que derrière ça, derrière, j'extrais tout ce que je vous dis. Donc, je ne regarde pas les adresses mail, hein, sauf si vraiment quelqu'un me le demande pour une raison ou une autre. Et c'est pareil, je ne communique pas sur le nom. Vous mettez votre nom d'association parce qu'aujourd'hui, il y a des associations qui me demandent d'animer, par exemple, une réunion pour l'ensemble de leur CA. Donc, il faut bien là que je récupère les adresses mail et autres ou le nom de l'association. Mais je ne fais aucune divulgation en dehors, même dans ce cas-là, je le fais à la personne qui me l'a demandé, qui est en général le président ou le secrétaire, enfin, qui est habilité par le président. Donc, c'est totalement anonymisé. Et effectivement, Helloasso, nous donnerons à Helloasso des statistiques sur le nombre de gens qui sont venus par Helloasso versus ceux qui viennent sur le site directement d'IDEAS ou sur le lien d'un autre partenaire, mais ce sera avec des, comment dire, des éléments totalement anonymisés. En gros, ce sera ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de gens, l'ancienneté, la localisation, le budget moyen des gens qui ont répondu, et je pourrais donner une réponse globale de quelles sont les bonnes pratiques, le radar global, si vous voulez. C'est gratuit, oui. Et peut-être un rappel sur l'objectif, la mission que s'est fixée l'Institut IDEAS, qui, effectivement a C'est accès à ça. ces données, mais si Alors vous pouvez pourquoi peut-être on rapidement. a construit cet outil justement grâce aux 20 ans d'expérience d'IDEAS. IDEAS va avoir 20 ans en 2025 et a créé un accompagnement vers le label il y a 15 ans. Donc ça fait 15 ans qu'on accompagne les associations qui le souhaitent vers ce label IDEAS. Je fais très peu de publicité parce que c'est très, très prenant pour vous et très, très prenant pour nous aussi. Et donc, on n'est pas à la recherche d'une croissance énorme sur l'accompagnement vers le label. En revanche, c'est notre capital parce que on se sert pour accompagner les associations vers le label d'un guide qui s'appelle le guide IDEAS, qui est téléchargeable, vous voyez, on a ces 4 outils, et donc on se sert du guide, découvrir les 90 bonnes pratiques du guide. Et ce guide, il a été construit, ça fait 3 fois qu'on le revoit depuis la création d'IDEAS, avec des personnes qui sont des gens des gens qui viennent des ministères, des autres qui viennent du monde du chiffre, donc des commissaires aux comptes, des experts comptables, des personnes qui représentent des très grosses associations. Si vous allez sur le site IDEAS, vous verrez, il y a des représentants de France Bénévolat, il y a des représentants de grosses ONG, etc. Et d'autres personnes qui, donc, avec nous, voient et ressentent les bonnes pratiques attendues du monde associatif. Typiquement, le premier guide parlait beaucoup moins de responsabilité sociétale qu'aujourd'hui, où on a mis plus d'éléments. Et il y aura un nouveau guide encore, probablement en 2026, qui accentuera encore certaines bonnes pratiques. Donc, ce guide que vous pouvez télécharger gratuitement aussi, vous donnera les 90 bonnes pratiques.
Par contre, l'autodiag a l'avantage d'être beaucoup plus court puisqu'on est parti des bonnes pratiques essentielles. Donc, 28 questions qui, grosso modo, abordent à peu près 30 à 35 des 90 bonnes pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, vous pouvez vous inspirer, toujours gratuitement, bien sûr, avec la web-série. Et là, il y a 5 épisodes d'associations qui témoignent de la manière dont ils ont mis en pratique une bonne pratique. Et on vous explique ce que c'est que la bonne pratique, ils vous expliquent pourquoi, comment ils l'ont fait, ils vous donneront quelques conseils. Ce sont des épisodes qui durent à peu près une vingtaine de minutes, mais vous pouvez y revenir, ils sont sur le lien vous amène sur YouTube. Voilà. Et donc, c'est parce qu'on accompagne de façon très approfondie pendant un temps très long les associations qui veulent aller jusqu'au label. Et quand vous avez le label, vous pouvez demander à renouveler le label puisque le label est valable pour 3 ans. Donc, la 4e année, elle sert à obtenir le renouvellement du label ou pas. Et donc, on a des associations qu'on accompagne depuis la création du label. Donc, on a derrière ça, du coup, on sent les évolutions. Tous ces éléments-là, donc tout ça, oui, c'est accessible non seulement gratuitement, mais en fait, nous, le modèle socio-économique, c'est que nous avons des fondateurs qui nous soutiennent régulièrement depuis la fondation, qui sont, je les ai cités tout à l'heure, donc des commissaires aux comptes, leur chambre ou leur comité national, ça change souvent de nom, mais donc des commissaires aux comptes, des experts comptables, et puis pour des projets, nous avons été soutenus pour l'autodiag et pour le dernier guide par la Fondation Crédit Coopératif. Pour les témoins engagés, je suis allée chercher des sous auprès de la Fondation AFNIC. Et les personnes qu'on accompagne vers le label nous font des dons solidaires. Donc voilà nos modèles de financement. En tout cas, ce ne sont pas directement nos bénéficiaires, sauf le don solidaire qu'ils veulent bien nous donner. En tout cas, s'ils ne nous donnent pas un don solidaire, ça ne nous empêchera pas de leur livrer le label, par exemple. Et voilà, donc c'est le modèle socio-économique que nous avons choisi parce que notre but, c'est que vous avez tous des missions fantastiques et qu'on sait que vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre propre formation ou autre. Donc, comme Eloasso, on vous met à disposition des ressources qui vous permettent, quand vous en avez le temps, de vous inspirer, de vous développer. Voilà pourquoi on fait tout ça et on est convaincu que ça rendra votre action encore plus efficace, pas plus belle parce qu'elle est déjà très belle, mais elle sera plus efficace et donc ça va démultiplier votre capacité à contribuer à l'intérêt général. Merci beaucoup Marie-Bernard pour toutes ces informations, ces ressources et ces précieux éclairages. Si vous aussi, à distance, vous avez un conseil à partager, sur des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les transmettre dans le chat avant la fin de ce webinaire. Il nous reste 10 minutes, mais certains nous ont déjà quittés. On va aussi vous partager quelques ressources, intéressantes. Je pense notamment à une étude qui a été publiée par le mouvement associatif et le DLA d'Occitanie en février 2024 sur les enjeux de la relation entre gouvernance bénévole et salariés dans les associations. On sait que c'est un sujet important et donc vous aurez le lien de cette étude dans le mail de réponse, de retour après la participation à ce webinaire. On a aussi un article sur le blog Hello Asso sur les droits et devoirs d'une association vis-à-vis de ses membres. Mmh. Toujours sur notre blog, des astuces pour créer un vote en ligne et surtout un outil pour votre AG. Et on a un dernier webinaire qui a eu lieu sur les outils no-code qui permettent de simplifier la gestion de son association et notamment des moments de gouvernance. Je vous remets dans le chat le lien vers l'article du blog. Vous l'aurez évidemment dans le mail final. Si j'ai aussi noté votre intérêt pour d'autres types de ressources sur comment devenir une association d'intérêt général. Il y avait beaucoup de questions sur le mécénat, donc on tâchera aussi de rajouter tout ça. À savoir qu'on a un prochain webinaire sur le financement. On a beaucoup parlé de comment financer son association, qui aura lieu le 14 janvier et qui sera animé par Assopreneur, dont on a parlé dans le chat aussi. Et enfin, on remettra le lien vers la web série dont a parlé Marie-Bernard, témoins engagés, pour avoir des témoignages de bénévoles qui ont mis en place des bonnes actions de gouvernance. Est-ce que Je vous vois avez deux un petit mot de la fin? Oui, Marie-Bernard? Ouais, je vois une question de Francis. L'AG n'est-il pas le lieu de définir les orientations et le CEA le lieu de la mise en œuvre? Je pense que c'est le CA qui définit les orientations, mais qui les partage avec l'AG et qui les fait approuver. Et le lieu de la mise en œuvre au fil du temps, ça va être l'équipe salariée et le bureau, très soutenu par le bureau. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'oriente.
Et quelles astuces pour trouver des bénévoles? Bah déjà, avoir une belle page sur Eloasso où vous présentez bien votre action et ça donne envie. Et puis, j'allais dire, il y en a d'autres, mais pour, par exemple, un conseil d'administration, c'est vraiment comment dire, de demander à tout le monde de réfléchir à qui peut venir au conseil d'administration. C'est pas que si vous pensez aux bénévoles de gouvernance, c'est pas qu'au CA d'y penser. Et les salariés, par exemple, s'ils ont bien vu que le conseil d'administration les soutenait, peuvent très bien être des pourvoyeurs de très bons candidats pour le CA. Voilà, qu'est-ce que je vois d'autre dans les questions? Non, ben moi, écoutez, j'espère que ça vous a été utile et je vous remercie pour vos merci. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne continuation dans toutes vos actions inspirantes. Quand moi, chaque fois qu'on aide une nouvelle association, ça nous fait toujours un effet bœuf, quoi, parce que toutes vos actions sont très belles. Nous, on est en B2B, comme on dit, hein, puisque nous, on vous aide, vous. Donc, on aide les aidants, hein, comme on dit maintenant, et bah, vous faites des choses absolument superbes. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, merci encore Marie-Bernard. Merci Francis pour le prix de la persévérance qu'il nous a attribué. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ces webinaires à distance. À bientôt. À bientôt.